Alexandra, je suis ravie de vous revoir. Ça faisait depuis le 5 novembre 2023 que je ne vous avais point vu, puisque nous nous sommes rencontrés au Salon du patrimoine culturel, au Carrousel du Louvre, à Paris, l'année dernière. Je suis ravie de vous voir aussi également. Je vous remercie bien, Alexandra. Alors, je me demandais donc, à la lecture de votre parcours, notamment sur votre excellente page LinkedIn, je me rendais compte que maintenant vous êtes très parisienne, mais que peut-être au début de votre vie, vous étiez plus, il me semble, soit vers Versailles ou... Oui, ça, je suis toujours dans ce coin-là, pas loin de Montfort-l'Amaury. Voilà. Je suis née en 78 à Versailles. D'accord. Parce qu'on était à Ville d'Avray, il n'y avait pas de maternité à Ville d'Avray. Et vous êtes à Montfort-l'Amaury donc juste à 3 km de Montfort-l'Amaury. C'est aussi dans les églises, tout à fait. Oui, tout à fait. Vous y êtes toujours? Oui. D'accord. Oui. D'accord, très bien. On se ressource bien comme ça, en étant à la campagne. Mais, carrément, Montfort-l'Amaury, c'est la campagne? Oui, c'est très rural. On est en train de déguster un excellent chocolat chaud, chacune, au pain quotidien, qui se trouve donc rue de Charonne, juste à côté de... C'est la rue des Marottes, c'est ça? Rue des Taillandiers. Juste à côté des Taillandiers. Oui. On est l'atelier. Oui, charmant. Voilà, à 2 pas de l'école Paul Poiret. On est vraiment en face du Badaboum. En face de quoi? Du Badaboum. Du Badaboum, c'est une salle de concert. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes fantastique. Moi, quand je suis dans les grandes villes, j'aime bien surtout faire les musées, en fait. Notamment, le musée du Quai Branly, c'est mon musée préféré ici sur Paris. Magnifique. Alors, donc vous êtes née à Montfort-l'Amaury, à Versailles aussi. Ah, à Versailles aussi. Vous n'avez pas de maternité non plus à Montfort-l'Amaury. J'ai vu notamment que vous êtes ancienne élève de l'école Boulle, École nationale des arts appliqués, spécialisée dans les métiers d'art de tapisserie en 91-96. Oui. Donc ça, c'était après avoir fait votre lycée, justement, probablement à... Non, je suis rentrée dès la seconde dans cette école. Voilà, il y a un secteur métier d'art, un diplôme FMA, formation des métiers d'art. Okay. À l'époque, c'était le FMA, où on passe un bac, mais spécialité métier d'art. Donc c'est le seul lycée. Oui, c'est magnifique. Il y a 60 élèves sont reçus pour ce secteur. Oui. Mais c'est un enseignement qui est très... je dirais complet, où on apprend aussi les matériaux, chaque matériau et les exigences des matériaux en fonction de nos secteurs d'activité. Qu'est-ce que vous voulez dire par matériaux? C'est-à-dire que quand on travaille dans un secteur, on doit apprendre aussi la complexité des exigences des autres ateliers. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait 12 ateliers en métier d'art. Et on doit apprendre les matériaux, c'est-à-dire le bois, la réaction, les métaux, les combustions et savoir à quelle température il y a l'étape de fusion. Enfin, on apprend, on a un secteur aussi technologique. On doit connaître et on a aussi toute une partie où on doit appréhender les volumes. Donc on avait du modelage, on avait de l'histoire de l'art aussi. C'était très complet comme enseignement. C'était pas du tout la couture et la broderie. Si, j'avais 12 heures d'atelier. En couture, on devait savoir faire un rideau, de la scénographie, c'était l'art de l'habitat. Le secteur que la scénographie, c'est plus pour effectivement les décors d'intérieur. Oui. Voilà. On s'était occupé aussi à l'époque des vitrines de Edmond Petit, Le Lièvre, rue du Mail, vous savez, les éditeurs de tissus. On avait été aussi... Edmond Petit et Le Lièvre. Voilà. D'accord. Donc à l'époque, on avait fait les vitrines. Donc vous avez fait en fait le lycée
jusqu'à la de la seconde à la terminale. Et après, j'ai passé à l'école Boulle. À l'école Boulle, d'accord. Voilà. Donc en fait, vous étiez au collège à Montfort-la-Mauritanie, c'est ça? Oui, dans ce coin-là. L'école Boulle, c'est à Paris, je suppose. Exactement, c'est dans le 12e à Nation. Pour venir. La Nation. Ah, d'accord, donc vous étiez quasiment à la maison. Moi, je suis restée j'étais à l'époque dans un foyer de jeunes filles. Wow. Pour pouvoir travailler parce que parfois 16-17 ans en fait. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que c'est fantastique ça. Mon père a fait l'école Boulle et ma fille est à l'école Boulle actuellement, donc on est vraiment voilà. Votre père a fait l'école dans les années 60. Dans quel secteur? Ébénisterie. Mon grand-père était ébéniste du côté paternel. Et donc, et votre fille, une de vos filles, elle fait quoi, pardon? Elle est en gravure ornementale. Gravure ornementale. Elle est en L2. D'accord. Ah, littéraire 2? Non, c'est DNMAD. DNMAD, c'est-à-dire études supérieures, deuxième année, et il lui reste 1 an et demi. Et ça, donc après, ça vous faisait un bac spécialisé, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Et donc vous êtes sorti en 96. En 96. Alors, voilà. Métier d'art tapisserie, spécialisation métier d'art tapisserie. Donc comme vous disiez, effectivement, la scénographie, savoir faire un rideau, évidemment, tout ça. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix vous avez autant de broderie de 16-17 ans, non, enfin, je veux dire, c'est déjà... Je dessinais tout le temps. Ouais. Je dessinais tout le temps. Après, mes parents m'ont emmené voir les 4 écoles. Déjà allé, en fait. Oui, mais ils m'ont emmené quand même voir les 4 écoles d'art. Donc mon père m'a emmené voir les 4 écoles d'art publiques et avec toute ma famille, on était allés voir ça. Et en revenant, voilà. École Lin. Alors, école Boulle, Dupéret, Olivier de Serres et Estienne. Suite à ça, il m'a demandé quelle école me plaisait le plus. Je lui ai répondu, je suis désolée papa, je préfère l'école Boulle. Pourquoi vous étiez désolée? Parce que c'était dans les années 60, il y avait c'était très masculin et puis il avait peur que je trouve pas de travail par la suite, d'aller dans un secteur comme ça. Mais vous avez fait ce choix parce qu'il y avait la spécialité que vous vouliez étudier ou parce que en fait c'est l'ambiance qui vous a plu? Non, c'était vraiment les réalisations techniques et les dessins et vraiment l'exigence qui était demandée dans cette école. Dupéret, je trouvais que c'était plus à l'étape de recherche, alors qu'à l'école Boulle, il y avait aussi toute l'architecture qui me plaisait beaucoup. À ce moment-là, j'étais très focalisée, architecture d'intérieur, maquettes, le modelage, tout ce qui était en volume, ça me plaisait énormément. Recherche technique. L'architecture d'intérieur, si je ne m'abuse, on n'a pas besoin de faire des études d'architecte pour devenir décorateur d'intérieur. Non, mais toutes les maquettes et tous les dessins qui étaient proposés me plaisaient beaucoup plus que dans toutes les autres écoles. Après, moi, j'avais vraiment une attirance sur la décoration d'intérieur. En fait, donc, si je comprends bien, c'était l'aspect quand même exigence de la perfection, enfin peut-être pas de la perfection, mais en tout cas de la expertise, l'exigence de l'expertise démontrée par l'école Boulle, et aussi le fait que c'était peut-être plus tangible, alors que Dupéret par exemple était peut-être plus conceptuel. À l'époque, je regardais énormément, j'étais même abonnée au magazine Elle Décoration, qui me passionnait dans les teintes, dans c'était presque un magazine, c'était presque surfait parce que c'était tellement d'une beauté impressionnante. Les photos étaient magnifiques et c'était vraiment ces ambiances-là qui me plaisaient. Magazine Elle Décoration, voilà. J'étais architecture, non? Oui, aussi. Donc j'étais vraiment branchée architecture au tout début. Okay. Donc, le tissu me plaisait énormément. Ma grand-mère était couturière. La mienne aussi, du côté paternel. Donc, j'ai énormément appris avec elle aussi. Et... Ah bon, elle vous a transmis des connaissances? Oui, je faisais des robes. J'ai même fait la petite robe Vichy à la Brigitte Bardot. Génial. Moi, elle m'a fait, mais j'étais partie pour devenir avocate aussi, donc c'est pas vraiment du tout le même domaine. Mais elle m'a jamais appris. J'ai jamais demandé non plus, il faut être très honnête. Mais elle m'a fait mes rideaux pour Londres, par exemple. Elle m'a aussi fait, quand j'avais 14-15 ans, elle m'avait tricoté, ce qui était très tricoteuse aussi. Tout un ensemble incroyable. Ma mère m'avait acheté la laine, que j'ai toujours d'ailleurs.
Et donc vous, carrément, votre grand-mère, elle vous a appris, elle. Le mercredi, on était chez elle, donc je la voyais travailler. Ah bah nous, on était sur Paris et elle était sur Nice. Ah oui, non, nous on partageait la même cour, donc je rentrais de l'école, je passais la voir. Vous aviez un rapport très proche. Oui, j'étais du côté paternel ou maternel? Paternel. Mon père, c'est coudre. Pardon? Il sait utiliser une machine à coudre, mon père aussi. Il a appris avec ma grand-mère, il sait même plus coudre que ma propre sœur qui ne sait pas coudre un bouton, pareil. Ah bah chacun ça. Voilà, chacun son domaine. Ah oui, tout à fait. Fantastique, carrément. Oh, vous deviez passer des bons moments. Oui. Moi j'aimais bien chercher avec ma grand-mère paternelle, mais c'est vrai que non, franchement, je sais absolument pas coudre à la machine, c'est clair. Ok, super. Donc voilà pour expliquer le choix concernant votre formation à l'école Boulle en bac, c'est ça, un bac pro. Oui. Voilà. Et après, à partir de 97, je crois que vous avez fait pendant 2 ans en tout cas des études en histoire de l'art. Alors en histoire de l'art, c'était en 97, c'était les cours du soir au Carrousel du Louvre. D'accord. Oui. Waouh. Donc cours du soir, pendant la journée, vous... je travaillais chez un éditeur de tissus, converteur de tissus. C'est-à-dire que je réalisais aussi bien les gammes de coloris pour les nouvelles collections. Okay. Et je travaillais aussi toute la partie dessin textile. Donc je réalisais des dessins aussi bien pour Naf-Naf, Morgane, Diablesse, Sine Qua Non, toutes ces marques-là. Donc c'est les marques du sentier. Voilà, donc j'ai fait un grand écart quand après j'ai intégré une autre maison. Mais c'est vrai que il faut mettre les mains dans le cambouis, surtout quand on est jeune, c'est bien ça. Alors, mais c'était au sein d'un bureau de style en fait. Le groupe GCR, c'était au sein Il y avait, en fait, moi j'étais au sein du bureau de style qu'on a créé avec ma responsable. Au tout début, on était toutes les deux et on a créé vraiment le pôle création. D'accord. Et votre titre était assistante styliste et graphiste, coloriste, dessinatrice et voilà. bureau de style. Voilà, j'avais beaucoup de casquettes. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'était très formateur. De 97 à 99, je vois. Oui. D'accord. Ah ouais, je suppose que c'était très formateur. Surtout si à chaque fois vous avez des commandes pour des marques aussi différentes. Oui. Comme vous disiez, la FNAP. On s'ennuyait jamais. C'était assez intense. Et comment ça fonctionnait en fait? Ces marques vous donnaient un sorte de pitch, vous disiez voilà, on a besoin d'une commande en disant on a besoin de ça pour des filles entre 13 et 14 ans. On préparait vraiment les collections et ils venaient sélectionner chez plusieurs converteurs de tissus. C'est-à-dire que Zara, c'est Inditex. Quand Inditex venait, il faisait le tour de plusieurs bureaux. Inditex, c'était aussi votre client? C'était Zara, en fait, c'est Zara. Non, mais Inditex, c'est énorme. Il venait, oui, tout à fait. Une rémunération. Ouais. Fantastique. Et ça existe toujours, GCR? Oui. D'accord. Et vous, en général, avec votre responsable qui avait créé ce bureau de style, est-ce que vous alliez sur des salons tels que Première Vision à l'époque pour voir justement ce qui se passait? Parce que ils exposaient même là-bas, on préparait le stand. Moi j'ai eu un dossier effectivement entre bureau de style justement américain et français et le salon Première Vision. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'importance en fait de ce travail qui est fait par les bureaux de style, la recherche, voilà qu'est-ce qui sera en saison, enfin je veux dire en trend. Vous avez les gammes de couleurs, les imprimer, il fallait préparer les gammes de coloris, envoyer aussi bien dans la région de Lille, il y avait Sublitex ou Sublistatique, enfin, des imprimeurs de textile. Voilà, la Turdine, on travaillait avec dans la région de Lyon. D'accord. Et on envoyait vraiment les dessins à réaliser. On avait gravé aussi des cylindres. Des quoi? Des cylindres, c'est-à-dire pour imprimer pour faire du pigmentaire ou du papier transfert. Ah ouais, donc là ça allait plus loin que le bureau de style, carrément. Là, c'était c'est pour ça que je vous disais, on avait vraiment plusieurs secteurs. C'est ça, un graphiste, coloriste, dessinatrice qui permet de faire les cylindres. Fantastique pour se former, ça c'est génial. Ah oui, non, c'était super. Et donc vous êtes resté 2 ans, en même temps que le soir vous faisiez vos études en histoire de l'art au Carrousel du Louvre. C'était un soir par semaine. Ah d'accord, mais ça c'est en rapport avec le musée du Louvre, par hasard? C'est le Carrousel qui organise ça, il y a un amphi et on peut s'inscrire je crois qu'en septembre pour l'année et c'est très formateur parce que chaque période est enseignée par quelqu'un qui est érudit dans le domaine, c'est-à-dire en Égypte antique ou
l'art contemporain ou autre. Et vraiment, à chaque fois, on change de professeur tous les mois ou tous les 2 mois. J'ai vu aussi qu'en 96-97... Je suis partie au Danemark, oui. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Effectivement, vous êtes aussi parti. Vous avez réussi à squeezer un stage de 4 mois au Danemark dans le secteur du design. Exactement. Et donc, pourquoi est-ce que, dans le design mobilier, est-ce que ça c'était toujours avec votre rêve d'architecture intérieure, de décoration d'intérieur? Je dessinais des plans avec un designer, je crois que c'était 2 jours par semaine, et 3 jours par semaine, j'allais au sein de la société de fabrication du mobilier qu'il dessinait, ce designer, et je leur dessinais. Oui. D'accord. Après, je suis pas sûre qu'en France il soit. Vous étiez à Copenhagen? Alors j'étais à Silkeborg dans un premier temps et à Aarhus. Il était à Aarhus. Après, je dessinais aussi les pièces de montage ou de certains mobiliers aussi. C'est-à-dire qu'il y avait certaines parties du mobilier qui étaient à prémonter aussi sur certaines de ses créations, pas la totalité. Okay. Et je faisais des plans de montage. Donc, c'était assez intéressant. Et puis d'apprendre le danois en anglais, c'était assez... En 4 mois non, pas en 4 mois, mais le premier mois, c'était assez intensif. On avait des cours de danois en anglais. Ouais. D'accord. Vous avez des frères et sœurs? Une sœur. Ah oui, vous avez une sœur, oui d'accord. Alors, donc vous avez choisi ce parcours hyper créatif et votre sœur, elle a décidé... Elle est très créative aussi, oui. Elle est plus dans le secteur, elle est opticienne, mais elle a une petite boutique à Sceaux qui est magnifique et elle vend des lunettes de créateurs. Ok, donc elle est plus dans la distribution, le retail, vous êtes plus dans le secteur de ça se sent, hein, vous êtes plus dans la création, vous préférez la conceptualisation, la planification. Son mari, il est ébéniste aussi, enfin on est vraiment une famille de créateurs. Très bien. Et est-ce que vous avez apprécié ce stage au Danemark? C'était très formateur et c'était intéressant de voir surtout la culture danoise. C'est ce qui m'a le plus séduit. Et alors, et ça m'a imprégné vraiment, même sur la façon dont je travaille au sein de l'atelier. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a même une personne qui est en stage ou une personne qui veut travailler avec nous, qui n'a pas vraiment d'entraide ou de façon d'écouter l'autre, généralement la personne ne reste pas très très longtemps. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait cet esprit de Il y a cet esprit, collaboration, cette écoute, d'ouverture, mais vraiment au Danemark, ils ont une manière d'échanger, de faire attention à l'autre, d'empathie. Enfin, j'ai été séduite par leur manière d'être. Après, donc je vois que sur votre parcours, très bien écrit sur LinkedIn, que vous avez continué vos études en même temps que vous travaillez, et notamment après votre bac donc professionnel, vous êtes lancé dans une licence d'art plastique. Oui, alors j'ai passé d'abord mon BMA, donc c'est-à-dire bac plus 2, c'est-à-dire que je l'ai passé aussi, je l'ai passé à l'école Boulle, et ensuite j'ai travaillé. En quel secteur le BMA? Toujours en tapisserie. Oui, voilà, exactement. Et ensuite, j'ai commencé à travailler donc, au bureau de style. Oui. J'ai suivi donc l'histoire de l'art, voilà. Et par la suite, je me suis mise en indépendant. Je faisais du design textile. D'accord. Et oui, c'est ça, entre 1999 et 2007, vous étiez en freelance, donc dessinatrice textile et coloriste. Voilà, je travaillais 2 jours par semaine pour une autre société. Oui. Et en même temps, j'ai passé un DUG et une licence d'art plastique. Ça, c'est courageux de se mettre en freelance comme ça, si jeune dans sa carrière. Oui. Vous aviez beaucoup de confiance. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas... Quand j'ai... Actuellement, avec mon atelier, il y a des erreurs que j'ai pu commettre quand j'avais 25 ans, je ne les fais plus. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup... Aujourd'hui, ça me sert énormément ce que j'ai fait quand j'avais 25 ans. Bien sûr, parce que vous étiez déjà auto-entrepreneur. Voilà, j'ai vraiment ce tempérament d'auto-entrepreneur, d'entrepreneur. C'est vrai que je suis assez... À l'époque, vous aviez comme déjà un enfant ou une de vos filles? Au moment du DUG, j'avais une fille et quand j'ai passé la licence, j'étais enceinte des jumelles.
Ah, vous avez des jumelles, deuxième tour. Il faut que je me repose un petit peu. D'accord, donc oui. Ok. Ouais, donc vous avez beaucoup de choses au feu quand même. Hein. Est-ce que vous avez attendu peut-être d'être un petit peu plus... déjà, vous avez fini votre licence en 2005. Oui. Et après, donc en 2008, vous avez carrément foncé chez Chanel. Là, est-ce que vos filles étaient en âge d'être scolarisées? Elles avaient 2 ans. J'ai attendu qu'elles puissent être dans une crèche. En crèche, d'accord. Voilà. C'est plus facile pour vous, bien sûr. Mais c'est vrai que je me suis occupée de mes jumelles pendant 2 ans. J'ai mis un peu ma vie sociale et tout le reste entre parenthèses, mais c'était très bien. Ah, évidemment, avoir des jumeaux, c'est double de travail. Intense, je me doute. Et donc, Chanel, ça c'est fantastique. Comment ça vous est arrivé une opportunité comme ça? Je veux dire, vous commencez par... Enfin, quand on va chez Chanel, c'est malheureusement, une des dessinatrices était malade chez Le Sage, donc elle devait partir en soins. Et à ce moment-là, il cherchait... Le Sage. Le Sage, oui. Voilà, Le Sage. Et il cherchait une dessinatrice pour la remplacer pendant un certain temps. Et donc, j'ai d'abord intégré Le Sage en CDD. Et puis après, voilà. Elle est parvenue, la dame qui était malade? Si, un petit peu, mais ils avaient quand même besoin aussi. Donc, voilà. Alors, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, donc Atelier Le Sage, c'était un atelier qui était indépendant à l'époque, qui était spécialisé dans la broderie, si je ne m'abuse, créé par Monsieur Le Sage. Vous savez quand? C'était dans les années 40, 30 alors d'abord, ses parents ont créé l'atelier Le Sage, et ensuite Monsieur Le Sage a repris, je crois, dans les années 50. Dans les années 50, voilà. Il me semble. J'ai pas les dates exactement, je suis navrée. Mais Monsieur Le Sage a vendu à la maison Chanel, je crois, en 2002. Voilà, il a vendu, mais Chanel a toujours gardé le nom Le Sage, la marque Le Sage. Voilà. Le Sage, excusez-moi. Et aussi, ils ont eu le même process avec leur chaussurier, Monsieur Massaro, exactement. Voilà, Monsieur L'Oignon. L'oignon, il faisait quoi, l'oignon? L'oignon, c'est les plissés. Les plissés, oui. Voilà, donc en fait, je crois qu'ils appelaient ça Chanel métier d'art ou un truc comme ça, si je Oui, c'était par affection aussi. Par affection, voilà, parfait. Et ils ont tout mis ça sous, effectivement, Chanel a mis ça sous la sphère de cette société par affection. Et donc, ils ont acheté à 100% tous ces fournisseurs, en fait, pour pouvoir faciliter la trésorerie. Exactement. Et probablement parce que Le Sage et Massaro et L'Oignon, c'est leur client. Voilà. Premier et prioritaire, c'était Chanel, je suppose. Tout à fait. Voilà, donc vous êtes rentré au sein de l'atelier Chanel, en 2008. Au sein de l'atelier Le Sage, pour Chanel notamment. Exclusivement, je suppose. Oui, tout à fait. Exclusivement pour Chanel. Alors vous êtes... Non, pas exclusivement. On travaille aussi pour... Oui, tout à fait. L'idée, c'est de soutenir ces maisons, mais qui puissent continuer de travailler pour d'autres créateurs. On travaillait pour Valentino. Fantastique. Alors, vous aviez le titre de dessinatrice de broderie, haute couture et prêt-à-porter. Donc, atelier de dessin pour les broderies Chanel. Voilà. Et donc, là, ça fait quand même, comment dire... Avant, vous étiez donc freelance dessinatrice textile et coloriste, et là, vous faites la ciblage sur la broderie. Je vais vous décrire un petit peu pourquoi j'ai voulu intégrer aussi une société, parce que j'étais en indépendant, et je me suis dit à un moment donné, pour que je sois vraiment pleinement disponible pour mes enfants quand je rentre, je préfère intégrer une structure, c'est-à-dire une société, et quand je rentre chez moi, je suis entièrement disponible, parce que je me connais, je bosse énormément, et d'être en freelance, j'aurais été difficile. Voilà. Une administration incroyable. Exactement. Voilà. C'était un honneur d'intégrer la maison Chanel, d'intégrer les métiers d'art pour la maison Chanel. Enfin, c'était un honneur. Donc, j'ai pas réfléchi deux fois. Mais là, quand même, ça vous fait quand même au niveau de vos compétences, ça fait quand même une différence entre dessinatrice. Textile et coloriste, et là l'hyper-focalisation sur la broderie avec exactement, c'est-à-dire que ça vous a demandé aussi encore une fois de vous reformer, si oui, parce que ça s'apprend au sein des ateliers de broderie. Ah, d'accord. Il n'y a pas de formation de dessinatrice de broderie, technique de broderie. Ah, donc vous étiez toujours dessinatrice, mais là cette fois-ci spécialisée broderie. Exactement. Ok, et donc ça s'apprend sur le tas en fait. Oui. Au sein de mais bon, quand j'ai passé 2 jours d'essai,
Parce que j'étais dans une pièce à part, Monsieur Le Sage était venu me voir, 2 jours d'essai, et je devais dessiner une tenue d'académicien. Et comme j'avais un test. Oui. Et comme j'avais le temps, j'en avais dessiné 2, un moderne et un très classique. Une tenue de quoi? D'académicien. Ah, d'académicien, donc c'est les personnes qui reçoivent les prix de l'Académie française. Exactement, oui, qui sont souvent brodés par la Maison Le Sage aussi. Ah bon? Ah bah donc c'est un autre client que Chanel, par exemple. Exactement, oui. Et alors, ça l'avait impressionné, Monsieur Le Sage? J'avais eu le temps d'en faire 2. Et il y avait une autre personne aussi qui passait un test, mais qui avait eu le temps d'en faire un. Et donc, voilà, ça fait la différence. C'était un homme agréable, ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Même, il est plus de ce monde, non, du tout. Mais j'ai eu la chance de pouvoir ranger les archives de la Maison Le Sage. À ce moment-là, très peu de personnes avaient l'envie spécialement de les ranger. Et moi, je trouvais ça magnifique. Et avec plaisir, Elle datait de quelle période? On avait des échantillons des années 30, des années 50, 60. Quand on voyait les années 60... C'était le XXe siècle quand même, C'était le XXe siècle, il n'y avait rien d'avant. Donc Si, parce qu'il avait aussi acheté des archives. Il y avait quand même il y a une richesse énorme. Les échantillons sont magnifiques. Mais tu m'étonnes que Chanel il a tout racheté dès qu'ils ont pu. Et c'était un honneur de pouvoir ranger les échantillons. Donc parfois il allait, pour nous remercier, il allait chercher des petits chocolats, la mère de famille. Merci de ranger les échantillons, mais nous on était ravis. Enfin on était 2 à être ravis de ranger les échantillons. Voilà. En plus de tout le boulot que vous aviez à faire à côté. Après, quand il demandait de l'aide, on n'avait pas forcément d'urgence au dessin, donc on pouvait se permettre. Et c'était pareil pour les fins de collection. On pouvait se permettre d'aller de consacrer du temps à ce genre de choses. Voilà, et d'aider les brodeuses si elles avaient besoin. En vous mettant vous-même à faire de la broderie. Oui. C'est-à-dire qu'on venait faire des petits. On était vraiment. C'était assez simple ce qu'elle nous demandait de faire, mais on venait aider, soutenir en fin de collection, parce que forcément au dessin on a déjà fini. C'est-à-dire toute l'élaboration des dessins. Voilà, vous voulez bien expliquer, parce que donc vous étiez spécialisé chez Le Sage pour faire des dessins de broderie. Est-ce que vous voulez bien expliquer très gentiment ce que ça signifie? C'est-à-dire que par exemple à l'époque, Karl, quand il donnait sa figurine, Karl Lagerfeld, quand il donnait sa figurine, il avait choisi un échantillon. Et il nous confiait aussi le patronage. Et en fonction du patronage et sur craft ou sur calque ou sur une toile, on venait relever le patronage, adapter la broderie en fonction de la figurine qu'il avait fournie et des emplacements de la broderie qu'il avait décidé. Donc en fonction de ces éléments-là, on réalisait le dessin technique de la broderie sélectionnée par Karl, là où devait se positionner la broderie. En fait, ce que vous faisiez, c'est presque de l'architecture, de la planification. Surtout quand on travaillait pour Dior et pour Galliano, parce que les coupes, les robes. Les coupes. Quand il avait Bill aussi qui travaillait sur l'étoile, parfois on avait un morceau. C'était le bras droit de Galliano. Et il avait fait de l'architecture. D'accord. Et donc la construction du vêtement était complètement dingue. Et parfois on avait des morceaux, c'était un casse-tête de savoir où ça se raccordait, mais c'était magique. Quand elles ont les dessins, petites mains, après, elles sont capables, en fait, de faire l'exécution de ce qui a marqué sur votre plan, en fait. Voilà, je vais essayer de vous expliquer assez simplement. C'est-à-dire que quand on a un top, c'est-à-dire avec des plis, faut savoir où est-ce que la broderie ne va pas aller. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre une perle ou des paillettes à l'intérieur d'un pli. Donc nous, on a le patronage à plat et on vient dessiner la broderie
Et quand le vêtement est monté, il n'y a pas de broderie à l'intérieur d'un pli ou d'une pince. Pour que tout s'assemble parfaitement, en fait. Voilà. Et vous aviez besoin d'une jeune mannequin à côté pour pouvoir justement faire... Non, juste la toile ou... Qu'est-ce que vous voulez dire par la toile? C'est-à-dire le vêtement monté en blanc sans forcément avoir le tissu définitif. D'accord, donc ça c'était fait par les petites mains chez Chanel. Voilà, exactement. Donc il nous faisait parvenir tous les éléments pour pouvoir dessiner cette partie. D'accord. Et après, vous c'est votre boulot, c'était de faire effectivement faire le dessin de la broderie pour faire en sorte que ça tombe parfaitement. Exactement. Donc on a le dessin, mais après on vient faire un pochoir, c'est-à-dire que le tissu qui nous est fou, un pochoir. Enfin, on vient perforer un calque. Oui. Ok. Et ce calque perforé, on vient déposer un pigment sur le calque qui vient pénétrer dans les petits trous qu'on a perforés. Enfin, le calque que l'on a perforé, on a un pigment qui est utilisé pour réaliser le pochoir. Le pigment, il est mélangé à de la colophane. Là, je suis peut-être dans l'aspect plus technique. Non, c'est bon. Le pochoir, c'est bien, on est bien d'accord que c'est un peu de la même technique que l'aquarelle. Non, du tout. Alors, on a notre premier dessin sur un calque. Après, on vous faites au quoi? Au crayon? Au crayon. Après, on dispose un autre calque et sur le dessin. Et on vient perforer, créer comme un code, c'est-à-dire une croix pour une paillette, un point pour une perle. Et ce code, on vient on perfore en fait le deuxième calque, et ce deuxième calque va nous servir à faire passer un pigment. Perle par perle? Non. Ça dépend, oui, ça peut. Ce qu'il y a, c'est que ce qui nous permet... Mais que vous passiez à faire un dessin, ça devait être monstrueux. Ah, mais c'est pour ça que ça explique le coût des vêtements. Et parce qu'après, les dames, on appelle ça les petites mains, enfin les brodeuses, elles faisaient ça perle par perle en suivant. Oui, ou alors elles travaillent au crochet aussi. Au crochet du Lidéville, c'est un gain de temps énorme. Alors par exemple, quand Karl Lagerfeld dit vous donner un dessin d'une robe, vous, qui allait être brodée, ça vous prenait combien de temps pour faire le dessin de cette et les deux calques de cette Ça dépend. Cette robe. Si c'est une robe avec de la broderie du col jusqu'au bas de la robe, forcément ça pouvait nous prendre 4 jours de dessin. Mais 4 jours de dessin. Ça pouvait. Les deux calques. Oui. Parce qu'une fois qu'on a réalisé le dessin, il faut tout perforer pour pouvoir après utiliser ce pochoir pour le transférer sur le tissu. Ah, d'accord. Et alors, il faut tout perforer. Et ça, c'est les dessinatrices qui le font, la perforation? Oui, mais il y a une machine spéciale que j'ai aussi au sein de l'atelier. Pensez, avant, quand elle n'existait pas, cette machine, les femmes, elles il y devaient passer il y avait une ancienne machine avec un balancier qui... il y a encore quelques machines qui existent comme ça. C'est avec une pédale. Oui, mais avant ça. Oui. Waouh. Donc 4 jours pour faire le calque perforé. Une grande robe, oui, une grande robe, oui. Après, vous passez ce calque perforé aux brodeuses qui le mettent... Non, c'est à nous d'utiliser le tissu fourni par le client et on vient poser notre calque qui est perforé et après avec une petite, on appelle ça une poncette, c'est-à-dire qu'on vient imprégner un petit peu de pigment et de colophane pour faire passer au travers des petits trous. C'est-à-dire le dessin il va venir se déposer sur le tissu. On fixe ça et comme ça les brodeuses ont tous les éléments pour pouvoir broder à l'exactitude. Point par point, voilà. séquin par séquin, perle par perle. Oui. C'est un travail colossal. Et souvent ces brodeuses, enfin ces petites mains, souvent c'est des femmes toujours... En France, principalement. En Inde, ce sont des jeunes. Est-ce que le passage de dessinatrice textile et coloriste à dessinatrice broderie, spécialisée broderie, ça s'est bien passé pour vous? Ça s'est fait... Oui, tout à fait. Raisonnablement, oui, tout à fait. Fluidement Après, j'avais l'impression que certaines dessinatrices ne voulaient pas totalement transmettre... oui, certaines. Ne voulaient pas
totalement transmettre toutes les infos. Voilà, exactement. Donc ce que je soutiens à ne pas faire, parce que justement, je trouve que même les stagiaires, quand ils viennent à l'atelier, je leur donne un maximum d'infos, parce que c'est un savoir-faire qu'il faut perdurer, et qu'il ne faut pas voir de l'ego. Donc, moi, il m'épuise les stagiaires. Voilà. Il ne faut pas y voir un ego déplacé ou de se dire on va garder notre savoir. Non, il faut le transmettre. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai pu voir au Danemark, ce que j'ai vu. Il faut vraiment partager parce que je ne comprends pas. Ils ont envie de... Ça passe trop vite. La vie, elle passe tellement vite qu'il faut transmettre tout ce qu'on peut transmettre. C'est bien dit. Mais c'est peut-être parce que j'ai 3 enfants aussi. Ça joue. Vous passez ensuite, à partir de 2012, vous passez chez Christian Dior Couture en tant que toujours dessinatrice broderie. Donc là, vous étiez la super experte dessinatrice broderie, haute couture et prêt-à-porter. Donc je crois que le nom de l'atelier chez Christian Dior, c'est Vernon. Vermont. Atelier Vermont. Est-ce que c'est l'équivalent de l'atelier Lesage pour Chanel? Oui. Et ils l'ont racheté aussi? Oui, en 2012. D'accord. Ah, quand vous êtes rentrée. Exactement. Il venait tout juste d'être racheté par la maison Christian Dior. D'accord. Donc, ils avaient besoin de renforcer la main-d'œuvre, si je peux exprimer ainsi, les forces de travail. Et donc, c'est là où vous vous êtes fait débaucher. Vous avez entendu ça par le... non, c'était juste avant le déménagement de l'atelier Le Sage à Pantin. Tiens, justement, c'était ça que je voulais vous demander. Quand vous récupériez les dessins de Karl, etc., vous étiez basé où, vous, physiquement parlant, dans Paris? Rue de la Grange Batelière. Donc vous n'étiez pas à côté de la rue? On était dans le 9e. Non, on n'était pas. On était à côté de Drouot. Quelqu'un prenne le métro pour aller exactement. Du 9e jusqu'à... C'est souvent Germaine qui faisait les allers-retours. Germaine qui est... Une dame qui s'appelait Germaine? Non, un monsieur qui travaille au sein de la maison Le Sage et qui fait souvent des allers-retours. Germaine. Et quoi, il y est toujours? Oui. D'accord. Et Et alors après donc, vous me disiez que en 2012, Le Sage est passé à Pantin, là où justement et maintenant au 19e. Voilà. Ah oui, d'accord. En 2012, ça s'est fait le 19e? Non, en 2012 c'était Pantin. D'accord. Et puis 19e, je ne sais plus si c'est 2020. Il y a 1 ou 2 ans, ça. Oui, peut-être. Ah oui, c'était 22 peut-être. Juste après le Covid, je crois. Ok. Il me semble. Alors eux, donc 19e, donc ça comprend justement Le Sage, comme vous disiez tout à l'heure. Massaro, l'Oignon. L'Oignon, d'accord. Gossens. Et il me semble, il n'y a pas aussi les... Le Marié, Montex. Michel aussi, les chapeaux. Michel, oui. Je sais pas, effectivement, il m'a expliqué que maintenant ils ont été aussi dans le 19e. Et ça, c'est pas à côté de la Villette, ça? Oui, c'est pas loin. Oui, c'est le 19e, hein? Oui. D'accord. Ok, d'accord. Donc vous, là, donc comment ça s'est passé, le switch de Chanel à Christian Dior? C'était intéressant. La façon de travailler, l'équipe. Non, mais ce que je veux dire, comment vous avez entendu cette opportunité? C'est une amie qui m'en a parlé. Okay. J'ai envoyé mon CV et puis après j'ai eu 2 rendez-vous. C'était assez rapide, c'était avant l'été, c'était assez rapide. D'accord. Et vous disiez donc que le switch s'est bien passé? Oui, parce que même, je me souviens de Muriel, la responsable chez Le Sage, m'a dit c'est bien, c'est comme ça qu'on construit une carrière. Voilà. En bougeant. D'accord. Parce que justement, vous trouviez que vous aviez atteint un peu un plateau. C'était bien chez Chanel, enfin chez Le Sage. D'accord. Vous êtes quand même resté 4 ans? Oui. Et après, je suis revenue chez Le Sage. Mais alors, oui, c'est ça. Donc, vous êtes resté aussi 4 ans donc Atelier Vermont. Donc, Vermont, pardon. Qu'est-ce que ça vous a apporté, des nouvelles savoir-faire? Oui, parce qu'on travaillait beaucoup pour des VIP. On travaillait beaucoup pour des robes de mariée, pour Dubaï, et voilà, grande dimension, des échantillons bien différents aussi de la maison Le Sage, plus épuré, plus différent. C'était qui le créateur à l'époque, alors il y avait Raf Simons. Ah bah oui, donc très épuré. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'il a fait pas mal de choses avec des séquins, lui, Raf Simons, tout le temps où il était chez Dior. C'était chouette, ça, ce qu'il avait fait. Je me souviens qu'il y avait un défilé où il a fait tout plein de roses. Oui, tout à fait. Ça. Non, c'était intéressant. Il n'est pas resté trop longtemps, malheureusement. D'accord, ok, donc oui, dans les purs.
Tout à fait. Et tiens, à ce propos, j'ai vu qu'il y a aussi maintenant, vous savez que depuis la fin du Covid, justement, il y a tout plein d'artistes qui recommencent à faire plein de touring. Et j'ai constaté que les Beyoncé de ce monde, probablement Madonna aussi, contactent beaucoup les créateurs français. Notamment, moi, j'achète tous mes gants chez la maison Fabre. Ah oui. Et donc, tous les gants de Beyoncé et aussi de Rosalia. Je ne sais pas si vous connaissez Rosalia, cette superbe chanteuse espagnole qui chante le fado. Je regarderai, j'irai sur Deezer. Motomami, elle a fait récemment. Et donc, elle a tous ces gants pour sa tournée, c'est Maison Fabre, par exemple. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait plein de créateurs qui avaient travaillé notamment pour faire les robes de Beyoncé. Donc, est-ce que ça, vous avez dit VIP chez Christian Dior, donc je me suis demandé si des fois ça vous est arrivé de travailler sur des commandes faites par des si, on avait, chez Vermont, on avait travaillé pour Beyoncé, c'était par l'intermédiaire de Gucci. D'accord. Ouais. Et donc là, je fais la robe pour exactement, mais pareil, Lady Gaga ou Beyoncé. Exactement. Ou pareil, chez Saint-Laurent, c'était beaucoup pour la fille de Lenny Kravitz. Zoé Kravitz. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien. Saint-Laurent, elle est chic, c'est bien. D'accord, fantastique. Donc c'est vraiment un monde extrêmement raffiné que vous aviez là entre Christian Dior, Chanel. Alors effectivement, comme vous disiez, vous revenez chez Chanel. Vous aviez plus de responsabilités, c'est ça qui vous a attiré dans la position de nouveau chez Le Sage à partir de 2016 et jusqu'à 2018 en tant que dessinatrice, dessinatrice broderie. Non, j'ai quitté la maison puis rapidement, j'avais envie de me mettre en indépendant et puis j'ai été rappelée tout de suite. Sachant que j'étais disponible par la maison Le Sage. C'est vrai, même pas 10 jours après. Dès que ça s'est su dans le milieu. Et alors, je suis restée de 2016 à 2018. D'accord. Et après, j'ai remonté ma Saint-Laurent, me semble. Oui. En 2018, j'ai commencé à travailler pour Saint-Laurent, mais en indépendant. Ah oui, d'accord. Et en intérim plutôt. Et que pendant les périodes des collections, ça me permettait de monter mon propre atelier. Ah, génial. Ah ouais, donc vous avez bien préparé. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que pour préparer justement votre lancement dans l'entrepreneuriat et aussi la création d'une équipe, littéralement, vous avez aussi vous êtes retournée étudiante, fantastique. Une journée par semaine. Auprès du CNAM. Oui. De 2019 à 2020 en faisant une formation entrepreneur petite entreprise. Oui, titre entrepreneur petite entreprise. Je la conseillerais à n'importe qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. On apprend tout ce qui est développement des ventes, tout ce qui est juridique, tout ce qui est comptabilité, même se connaître très bien pour pouvoir bien s'entourer, pour savoir quelle personne peut venir travailler avec nous pour être complémentaire, pour faire des collaborations, pour travailler psychologie. Oui, voilà. Et c'était une journée par semaine, mais on avait un rendu toutes les semaines, donc on travaillait aussi beaucoup le soir. Ok. Et en même temps, le CNAM, c'était pas les cours à distance, non? C'est pas ça j'allais à la chambre. Alors c'était le CNAM et la chambre des métiers. À Champéret, là? Non, j'ai passé ça à Versailles. C'est Versailles qui fait ça. Ouais. J'ai vu que justement à ce propos, quand vous vous êtes lancé au niveau d'Atelier Latour, au départ vous étiez entrepreneur indépendant et donc en 2020 vous avez décidé de créer la société. Alors au tout début effectivement j'étais en auto-entrepreneur de janvier 2019 à 2020. Novembre 2020 et quand j'ai voulu passer en société c'était au moment de la création de la veste en jean. D'accord. Et donc ça, c'était justifié par le fait que vous commenciez à avoir du personnel et des employés. Aussi, et puis même d'un point de vue juridique, quand on commence à avoir une certaine activité, potentiel chiffre, et puis vis-à-vis d'autres structures, d'autres appels d'offres, c'est bien d'être en société. Ah d'accord. Et j'ai vu que vous êtes directrice générale de Atelier Latour, SAS, mais qui a aussi une autre associée, si j'ai bien compris. Alors, il y avait Hélène qui était avec moi. Alors là, c'est par rapport au greffe, j'ai envoyé un courrier, donc il faut le temps que l'administration fasse les choses. Elle n'est plus dans l'affaire? Non, elle n'est plus dans l'affaire. J'ai racheté, en fait, à un moment donné, nous étions 4, et au fur et à mesure, d'autres personnes ont préféré travailler plus soit en intérim, soit en indépendant.
et puis avait une autre façon de voir l'entrepreneuriat. Et puis moi, je suis plutôt du genre à travailler de 8h jusqu'à 22h. Donc, petit à petit, vous avez racheté les parts de vos 3 co-associés. Alors, maintenant, vous êtes seul au Rennes, et donc unique actionnaire, je suppose. Oui. Et puis j'ai mes 3 filles qui aiment bien de temps en temps faire plein de choses, aider. Et de temps en temps, oui, elles sont vraiment partie prenante parce qu'elles viennent... Elles sont intéressées par le business ? Ah oui, elles aiment bien. Elles ont trouvé ça très intéressant, ce que j'avais mis en place, surtout la veste en jean. Alors, donc, justement, si on revient à l'atelier de la Tour, donc là... quelle était en fait la genèse de l'atelier La Tour et comment ça se différencie de la veste en jean ? Vous voulez bien peut-être nous expliquer l'atelier de broderie... Et comment elles travaillent ensemble, ces deux structures ? Ce que je voulais, c'est... Donc atelier La Tour, c'est l'atelier de broderie. Voilà, atelier La Tour, c'est l'atelier de broderie, aussi bien broderie main que broderie mécanique, la machine que vous avez vue tout à l'heure. Alors c'est des machines, comme vous disiez... Cornélie, ce sont des machines qui ont été inventées en France en 1860. La première machine que j'ai achetée, elle date de 1930, donc c'est une machine qui est et pourtant, même à électrique, mais on a besoin de la... Voilà, il y a un moteur, c'est mécanique. Et vous me disiez à peu près 4 500 € quand même. Oui, 4 800 chaque machine. 4 000 Aujourd'hui, on a 3 machines, on a dont une FD. Donc on a une LG3, une K et une FD. Et toutes de la marque Cornélie. Oui. D'accord. Et ça vous permet de faire, alors vous m'expliquiez tout à l'heure, quand on était dans votre atelier, donc certes, de la passementerie, vous m'avez dit, de la broderie. Oui, c'est-à-dire qu'on fait un point de chaînette, sauf qu'on peut faire 1000 tours par minute, ce qui permet de relocaliser et de faire de la broderie au cœur de Paris et d'avoir une réactivité intéressante, des développements pour des stylistes qui ont envie de visuels particuliers. On teste pas mal de choses, on travaille vraiment plutôt en amont sur la création de modèles avec certains créateurs et aussi des plasticiens. Alors, des plasticiens, donc c'est-à-dire qu'on travaille aussi avec Jordan, voilà, des artistes, avec Jordan Saget, on travaille avec des architectes d'intérieur. Wow. Donc vous mentionniez aussi pour la passementerie la marque de, comment dire, de... C'était quoi les ateliers Jouffre qui sont intéressés par notre savoir-faire. Et eux sont spécialisés Ils sont en tapisserie d'ameublement. D'accord. Donc, qui serait... Après, pour le moment, voilà, on est plus client. Et j'ai vu aussi sur votre site internet que, notamment dans le cadre de l'atelier La Tour, l'atelier de broderie et passementerie, vous avez aussi travaillé pour Maison Margiela. Oui, tout à fait. On a travaillé pour la Maison Margiela pour du prêt-à-porter et c'était très intéressant, très... Qu'est-ce que vous avez fait pour sur Gagliano, quelques jours et on vous connaît personnellement, Gagliano ? Non, du tout. D'accord. Bill travaille toujours pour lui ? Ah, je sais pas. D'accord. La dernière fois que j'ai fait une création, c'était au sein de l'atelier Vermont, c'était des perfectos. Okay. Et Bill était venu sélectionner des choses et c'était, j'ai fait de la peinture sur cuir et après c'était rebrodé. Ok. Et donc ça, c'est chez l'atelier Vermont, mais depuis vous avez travaillé avec Lesage pour Maison Margiela excusez-moi, oui. Vous avez travaillé avec l'atelier La Tour pour Maison Margiela Oui, mais j'ai pas vu, j'avais pas rendez-vous avec Monsieur Gagliano, c'était juste une styliste qui venait faire des échantillons et qui travaille pour la Maison Margiela. Et ça marche bien vos contacts, hein. Les gens vous recontactent, vous ressollicitent, oui. C'est bien ça, hein. Vous avez établi une belle réputation dans votre précédente expérience Chanel, Christian Dior, Saint-Laurent. Et est-ce que vous avez d'autres noms que vous voudriez citer au niveau de votre travail pour des maisons 2, Qu'est-ce que vous avez fait on a travaillé pour la série Astrid et Raphaël. On a brodé la tête du roi Soleil sur un diamètre de 60 cm en plein milieu d'un rideau de 3,50 m. Pour mettre après dans le château de Versailles Alors je ne sais pas exactement, c'était pour de la scénographie. D'accord, c'est pour le décor. Voilà. Dans votre petit atelier là oui, c'est toute la place. Oui. Puis là on a un projet pour la réouverture de Notre-Dame. Oh, très bien, fantastique. C'est prévu pour quand ça, la réouverture
Donc la réouverture, c'est le 8 décembre 2024. Il va s'en suivre plusieurs célébrations jusqu'en avril 2025. Donc là, c'est probablement l'Église catholique qui vous demande de créer. Oui, après, j'ai pas. Je peux juste dire ça. Après, c'est de la confidentialité. Ok. Mais là, votre client, est-ce qu'on est d'accord que c'est l'État ou c'est l'Église catholique? Église catholique. C'est ça. Mais voilà, ils ont un budget pour la réouverture grâce à des fondations, grâce à des donateurs. Parce que quand voilà. Tout avait cramé. Et on a essayé de savoir si on pouvait utiliser des fournitures qui étaient au sein de Notre-Dame. Et finalement, non, toutes les fournitures ont été abîmées. Avec l'eau aussi, peut-être pour éteindre après. Oui, ça aussi. D'accord. Donc, des beaux clients déjà que vous avez. Donc là, vous avez commencé l'affaire. Comment? On a hâte de continuer sur cette lancée. Oui, mais déjà, enfin, je veux dire, en plus 2020, c'était quand vous avez créé immatriculé votre SAS, c'était en plein milieu du Covid. Donc franchement, il fallait quand même avoir excusez-moi l'expression, mais des couilles en acier pour tenter l'aventure en plein milieu du Covid. Une belle liste de clients, déjà des belles commandes exécutées. Et effectivement, on travaille énormément pour la West Engine. Alors, au sein de votre base, atelier à la tour, broderie, un petit peu de passementerie, comment est-ce que vous intégrez ça? C'est un projet, vous appellerez ça un projet, la West Engine, ou c'est carrément un business à côté? Ah non, c'est un business. C'est-à-dire que là, on est... Mais il y a deux sociétés? Oui, non, il n'y a qu'une société et on a une marque à l'intérieur de cette société. D'accord. Il faut la déposer, la marque. Elle est déposée, la marque. Très bien. Ah ouais, non, elle est déposée, la marque. Très bien. Avec tout le process, tout est contrôlé et déposé. Très bien. Donc là, la West Engine, upcycling, oui. Qui est effectivement un concept très à la mode, que d'autres créateurs parisiens tels que Andrea Cruz font pas mal, notamment. Et donc, vous me disiez tout à l'heure, quand on était dans votre atelier, que des fois vous trouvez le jean dans des pays tels que le Maroc, vous avez évoqué, je crois, tout à l'heure. Et aussi, vous avez, je ne sais pas si vous avez mentionné l'Inde. Oui. Et donc, il y a aussi en France aussi, vous trouvez le jean Non, en fait, le jean, on le source auprès d'Emmaüs. Je l'achète au poids. Au poids? Oui. Donc, j'ai créé une collaboration depuis 2020 avec Emmaüs. Fantastique. Oui. Et après, vous ils sont même venus au défilé et une des personnes qui travaillent au sein d'Emmaüs a défilé. Ah, ouais. Laquelle? Le gilet, il portait un gilet bleu. C'était un homme. Oui, avec ses lunettes de soleil. Ok, je regarderai tout à l'heure sur le film du défilé. Et donc, quand vous récupérez ce jean, et donc ça c'est du jean qui vient de France ou qui vient du Maroc et Non, qui vient de France. Non, je parlais du Maroc et de l'Inde parce qu'ils utilisent aussi cette technique de cornélie ou de broderie. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'ils brodent beaucoup au Maroc et en Inde. Ah bon, mais le jean, non, il vient d'Île-de-France et je ne vais pas le chercher. Oui, d'accord, ok. C'est-à-dire que ce sont des jeans qui normalement, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que quand je l'achète auprès d'Emmaüs, ces jeans, ils doivent être ils sont abîmés. L'idée, c'est de ne pas pouvoir le revendre. C'est-à-dire qu'Emmaüs qui doit revendre normalement, et si le jean est trop abîmé, à ce moment-là, ils me les mettent de côté et moi, je viens faire une sélection des jeans 100% coton, sans élastane. D'accord. Et donc là, vous l'avez à fond, je suppose. Oui, exactement. Ça doit être bien nécessaire. Et après, vous coupez les morceaux pour les refaire une nouvelle pièce? Exactement. Tout est découpé. Fantastique. Donc ça prend énormément de temps. Quelle bonne idée. Moi, je trouve que c'est vraiment une technique fantastique pour le futur. Donc forcément, on utilise... Donc là, c'est vous qui faites encore une fois tous les patrons, là, comme vous dites. Oui, en fait, on a une équipe... formation de dessinatrice, voilà, on a une équipe qui s'occupe plus de tout ce qui est patronage. Et on a... C'est qui ça au sein de l'équipe? Excusez-moi, c'est les personnes que j'ai vues tout à l'heure? Oui. Et c'est qui Alors, on a Laura et Marion qui sont... Les jeunes femmes qui étaient... Voilà, exactement. Mais Moussa, quand on lui donne des instructions... Voilà. Le blanc, c'est le... Exactement. La toile. Ça s'appelle comme ça, la toile? Oui. Le moulage, le patron, la toile, le patron. Ouais. C'est ce qu'elle appelle ça. C'est comme ça qu'elle appelle ça, ma couturière dans le 17e, patron.
Ok, donc ces deux jeunes femmes, elles font le patron ou le blanc. Oui. Et donc après, vous disiez que Moussa, c'est lui qui assemble les différentes pièces ou... Oui, il assemble. Et puis parfois, quand ça nous est arrivé de faire monter certaines pièces aussi chez des façonniers à l'extérieur. Ouais. Alors juste pour préciser, Moussa est un monsieur de... charmant, bien qu'un petit peu, timide, de Côte d'Ivoire, que Alexandra connaît depuis qu'il a 16 ans. Oui, voilà, je l'ai connu en 2020. 2021. Ah, mais il est tout jeune alors. Il est tout jeune, ouais. Tout jeune, ça fait 4 ans que je le connais. Ok. Ah oui, il est vraiment littéralement tout jeune. Et donc à l'époque, il était aux apprentis d'Auteuil, vous me disiez. Oui, tout à fait. Voilà, et donc, si j'ai bien compris, il a été formé en partie par son oncle qui est couturier et aussi brodeur. Oui. En Côte il d'Ivoire. rêvait de faire de la broderie. Donc on a fait un reportage tous les deux avec les apprentis d'Auteuil, puisqu'ils nous ont dit qu'on était leur... un cursus ensemble, de se retrouver ensemble, une synergie qui était intéressante et qui était un peu leur quelque chose sur l'année, un projet qui s'est concrétisé, qu'ils puissent venir travailler au sein de mon atelier. Ils étaient assez fiers de ça, donc ils sont venus faire un reportage pour les apprentis d'Auteuil. Ouais. Et aujourd'hui, Moussa est en CDI? Alors, il était en CDD en fin d'année, il était en apprentissage l'année dernière et l'année précédente. Et là, on a gagné le savoir-faire en transmission tous les deux par la ville de Paris. Ah bon? C'est-à-dire que la ville de Paris décerne un prix avec une enveloppe qui nous est allouée sur l'année et on a gagné ce prix tous les deux. Oui. D'accord. Et en même temps, vous disiez qu'il passait aussi son CAP, donc il fait des cours. Là, cette année, en candidat libre. C'est un CAP de broderie? Oui, Cornélie. Oui. Fantastique. C'est bien. Hein. Lui aussi, pour le coup, c'est un gros bosseur. Hein. Oui. Et donc, ce jeune homme, lui, quand il a reçu les coupes, les patrons vous appelez ça l'étoile aussi, si je m'abuse, de jeunes collaboratrices qui s'appellent Laura et Marion. Laura et Marion. Lui, en fait, il les assemble et après, c'est ça que vous aviez dit? Oui, des fois, il fait le travail de broderie. Donc, sur ces machines Cornélie, là? Oui. Il fait de la broderie et il assemble aussi les vestes. Mais Marion et Laura sont capables aussi d'assembler les vêtements. Et vous, qu'est-ce qu'est votre enfin, vous les supervisez tous ou alors des fois vous mettez la main à la pâte en faisant des patrons? Je suis plus aussi à la partie dessin de broderie, c'est-à-dire de réalisation en amont, d'aller développer les projets, et aussi de trouver les clients. Exactement. Et aussi quand même faire la création, c'est-à-dire le dessin de la broderie, ce qui était en fait le cœur de votre métier. Exactement. Chez Chanel, chez Saint Laurent. J'essaye de le garder, mais c'est pas évident parce que vu toute la charge de travail qu'il y a autour. C'est ça quand on est patron. Enfin bon, en tout cas, c'est une super base. Oui. Et Laura et je suis à la broderie aussi, à la Cornélie. C'est Marion, c'est ça? C'est Marion. Laura et Marion, elles sont aussi dessinatrices de broderie ou non, mais je leur montre. Elles ont passé aussi. Marion et Laura dessinent, mais je leur montre aussi les raccords. Mais elles ont déjà de bonnes bases parce qu'elles étaient au lycée Octave Feuillet. Alors, c'est le lycée de la mode. C'est sur Paris? Oui. D'accord. Ils enseignent aussi bien la plumasserie, fantastique, la broderie, tout ça. Et Moussa était là, dans cette école aussi l'année dernière. Elle se trouve où cette école? Dans le 16e, rue Octave Feuillet. Fantastique, d'accord. Donc la veste en jean, si j'ai bien compris, c'est en fait votre projet à côté des autres projet de vos clients, de l'atelier La Tour, c'est votre projet perso pour concrétiser justement tous ces savoir-faire en mixant l'upcycling du jean et aussi la broderie sur ces super vestes en jean, non? Oui, l'idée c'était d'utiliser cette matière qui était vouée à être un déchet pour la sublimer grâce à un artisanat d'art, donc la broderie, afin de créer des pièces en prêt-à-porter de luxe.
D'accord, fantastique. Et donc moi j'ai eu le privilège d'assister, c'était votre premier défilé Le deuxième. Le deuxième défilé que vous avez fait il y a quelques jours, donc durant la semaine de la couture. Qu'est-ce que c'est votre vision pour la veste en jean et l'atelier Latour là, pour les 3 prochaines, 5e années, si vous pouvez partager Oui, bien sûr, c'est-à-dire que c'est de positionner cette marque, même si c'est du recyclage de jeans, c'est-à-dire grâce, exactement, grâce à l'artisanat d'art, c'est de sublimer la matière et d'arriver en prêt-à-porter de luxe, quitte à un jour peut-être être invité en haute couture. Mais vraiment, c'est de l'emmener vraiment vers des Moi, je pense que vous pouvez encore plus vous lâcher. Ah oui. Honnêtement, au niveau c'est des ce qu'on va faire. Au niveau de la... C'est ce qu'on va faire, et l'association des matières, et il y a du recyclage, donc ce sera toujours principalement le jean. Mais là, on utilise du cuir aussi, on a utilisé un lainage aussi sur certaines vestes. Fantastique. Et voilà, on n'a pas de limite, je dirais. Là, on part sur on est parti sur un kimono. Et après, voilà, on va commencer à faire le total look, c'est-à-dire les pantalons et tout ça. Ok, vous avez plein d'ambitions donc. Ah oui, on va pas s'arrêter là. Très bien, très bien. Et des salons, vous vous positionnez aussi sur des salons la dernière fois, alors là c'était pour l'atelier l'atelier de broderie, c'était effectivement au Carrousel, au salon du patrimoine culturel. Voilà. International. Oui, international. Et on nous propose aussi d'aller soit dans le sud de la France ou peut-être un événement sur Genève aussi. Voilà. Mais bon, dans le sud de la France, pardon? Où ça? Alors, on nous avait parlé, on avait déjà exposé à Cannes, mais là, peut-être que de créer un autre événement pour la veste en jean, toujours par l'intermédiaire de l'hôtel Hilton, donc à voir. Le Hilton de Cannes. Oui, on est ravis d'avoir été accueillis par le Canopy by Hilton au Trocadéro, et ils veulent peut-être nous mettre en lien avec Cannes et peut-être Londres. Donc dans ce cas-là, on vous contactera, on vous informera. Il y a le Textile Forum, peut-être, qui pourrait être intéressant pour vous, qui est en mars et en septembre. N'hésitez pas à me partager s'il y a des choses comme ça intéressantes sur les salles. Merci énormément, Alexandra, vous avez été fantastique.